Monsieur Marcel Tohi qui est avec nous aujourd'hui. On va parler de la motivation à avoir par rapport à son projet, que ce soit projet professionnel ou tout autre. Et ça tombe bien parce que justement, nos jeunes aussi sont en plein examen. Bonjour, bonne arrivée, Monsieur Marcel. Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Très bien. Ça. Ouais. Alors, on a des choses à vous dire. Éducation Sans violence. sans violence. Voilà, non violente. On a des choses à vous dire. Très rapidement, je vais laisser M. Yassataï vous faire le récap des 4 cas que nous avons reçus hier. Ok. Et puis, vous allez pouvoir nous dire comment, grâce à l'éducation non violente, on peut gérer ces cas. Merci beaucoup, madame, pour la parole. Monsieur Marcel, donc, le premier cas, c'est le cas de cette fille à qui une de ses camarades est allée rendre visite la veille pour l'encourager. Et là, elle disait donc à son amie qu'elle était en train de sortir et qu'elle allait sortir et revenir vers les 22 heures. Et l'ami disait, mais attends, tu as examen demain, est-ce que tu ne devrais pas rester et te concentrer? Elle dit, même si elle voulait, qu'elle pouvait sortir jusqu'à 3 heures du matin et revenir donc ce lundi, s'habiller et partir à l'examen. C'est donc le premier cas. Le second cas, c'est le cas de cette fille-là qui est partie à l'examen. Et l'autre, elle est allée à l'examen, bien sûr. Et en temps dans la classe, elle a vu flou. Dans l'épreuve, elle est sortie, elle a appelé sa maman pour lui dire « Maman, viens me chercher parce que l'épreuve est trop, je n'en peux plus. » Voilà, c'est le second cas. Le troisième cas, c'est cet enfant qui a bu la veille et le lundi matin n'a pas pu se réveiller. Et quand je me rappelle du message, ça disait qu'il était même couché quand il nous écrivait. Alors, donc le quatrième cas, je pense que c'est le summum, c'est cette jeune fille qui a quitté la maison, voilà, pour aller. Elle est partie très tôt d'ailleurs, et au lieu d'aller à l'examen, elle est partie chez son petit ami. On rappelle que c'était le jour des examens. Donc, elle est partie chez son petit ami, arrivée chez son petit ami pour, normalement, le saluer avant d'aller à l'examen. Elle est tombée sur une autre fille qui était donc chez son petit ami. Et du coup, pour protéger son territoire, elle a sorti sa main et c'est parti dans la bagarre, tout ce qui va avec jusqu'à ce qu'elle ne rate son examen. Voilà, un peu les 4 cas listés. Je pense que j'ai été fidèle. Oui, très fidèle. Merci Je infiniment. vous en prie. Ouais, c'est mon rôle. La fidélité. Tunde Fatunde, Tunde Fatunde. Africa, Ok. numéro 1. Alors, Monsieur Marcel, Ouais. voici nos 4 cas reçus chaudement hier. Ouais. Je crois que nous avons eu l'occasion d'expliquer de long en large que ce soit à l'école ou à la maison, mais beaucoup plus à l'école, il faut, avant de démarrer les cours à la rentrée, entretenir les élèves sur les attitudes à adopter et leur présenter les cas de figure des élèves. On a bien classifié les catégories d'élèves. Les élèves démoralisés, les oisifs, les avertis, voilà, et les nantis, etc. En fonction de ton profil, dépend l'attitude que tu vas adopter. Si tu es un élève averti, ça veut dire que tu as un projet scolaire et un projet professionnel. Un projet scolaire, c'est quoi? C'est le défi que tu t'es lancé d'être parmi les meilleurs, quelle que soit l'évaluation. Si tel est le cas, ton temps doit être consacré à apprendre et non à des amitiés qui te perdent du temps et qui te dévient de l'objectif pour lequel tu es à l'école, etc. Je crois que tous les cas que vous avez cités, eh bien, ils n'ont pas une vision claire de leur projet, ni scolaire, ni de projet professionnel. Ça m'amène rapidement à clarifier ce qu'on appelle projet professionnel. Le projet professionnel, c'est disons, le travail que tu as l'intention de faire demain. C'est pourquoi on dit l'avenir dans le présent, c'est le lien que tu fais entre
la manière dont tu carbures dans les matières pour te donner la chance d'être ce que tu veux être demain. Est-ce que tu veux embrasser une des, des spécialités de la santé, par exemple? Ah, tu sais très bien qu'on t'a averti, on te l'a dit, que c'est dans les matières scientifiques que tu dois carburer pour te donner plus de chances, par exemple. Même si on sait que en travaillant très bien dans ces matières, ce n'est pas seulement la médecine, parce que ça ouvre à plusieurs spécialités, mais tu ne peux pas tout faire. Il y a une au moins ou au plus deux que tu dois viser. Et si tel est le cas, eh bien, si tu as un projet professionnel, tu ne vas pas te laisser divertir, tu ne vas pas, disons, laisser que quelqu'un rentre dans ton réseau de relations pour te dévier de la voie ou de l'objectif que tu vises, qui est le projet scolaire et le projet professionnel. Donc, tous ces cas-là, les 4 cas-là, c'est des élèves démoralisés, les oisifs. Même l'autre, parce qu'on le disait, hein, peut-être qu'elle a reçu une attaque spirituelle, celle qui est sortie et qui a appelé sa maman. Ou peut-être que en vrai, elle a eu le stress quand elle a vu les épreuves, elle a préféré abandonner. Est-ce que... En principe, elle ne devait pas être stressée si l'établissement avait pris soin de leur faire ce qu'on appelle la préparation spirituelle. Parce que vous allez à un examen, c'est une épreuve, c'est oui, c'est une épreuve, c'est un challenge auquel vous allez. Et donc, il faut de toutes les catégories de préparation. La préparation spirituelle, elle est très importante. C'est pour ça que la dernière fois, on a bien rappelé la préparation spatiale, la préparation matérielle, la préparation intellectuelle, la préparation psychologique, la préparation sanitaire et la préparation spirituelle. Ça veut dire que la préparation spirituelle a fait défaut. Elle a fait défaut au niveau, beaucoup plus au niveau de la famille. Ça a fait défaut beaucoup plus au niveau de la famille. Et finalement, ça a amené l'enfant à ne pas avoir suffisamment confiance en soi pour faire face à l'épreuve. Parce que, d'ailleurs, les épreuves, de quelle manière on conçoit les épreuves aujourd'hui? Ça aussi, il faut expliquer ça aux enfants. Avec la nouvelle méthodologie d'enseignement qui est l'approche par les compétences, oui, on fait en sorte qu'il y ait plusieurs exercices, quelle que soit l'épreuve. De telle sorte que ce n'est pas un sujet bateau où, à l'époque, dès qu'on met le sujet, si tu n'as pas compris là, c'est fini. Ça, donc, c'est vrai. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Oui. Voilà, c'est pour ça que les réformes au niveau du système éducatif sont des réformes très, très importantes et qui doivent être expliquées aussi bien aux élèves qu'aux parents. De telle sorte que... Et on prépare même d'ailleurs, à partir des évaluations formatives, quand on prépare les compositions par exemple, etc., tout est conçu à l'image de ce que les enfants vont voir à l'examen. Donc, en principe, dès que l'enfant a vu l'épreuve, mais il y a plusieurs exercices. L'enfant va dire que toutes ces épreuves, tous ces exercices-là, elle n'est même pas capable de faire au moins un seul. Ça veut dire qu'il n'a pas appris. C'est pour ça que je l'ai logé dans la catégorie des élèves qui n'ont aucune vision, etc. Sinon, normalement, il ne peut pas être choqué pour dire qu'il a reçu une attaque spirituelle. Non, ça n'a pas de sens. Ah bon? Ouais. Mais... non, mais parce qu'on a eu plusieurs témoignages. Hein. On a notre bosseur invétéré ici, là, qui nous a dit avoir eu la même expérience en classe d'examen, n'est-ce pas? Mais il n'est pas sorti. Oui, justement, j'allais poser la question. Vous disiez que l'école n'a pas pris le temps de la préparation. J'ai toujours pensé que la préparation spirituelle relève plus de l'élève lui-même et des parents peut-être. Non, il y a un aspect de la préparation spirituelle qui relève de l'école. Okay. Parce que, oui, parce que vous ne pouvez pas, par exemple, disons, informer, sensibiliser les élèves sur les types de préparation et ne pas faire cas de la préparation spirituelle. La préparation spirituelle, quand on te dit, bon, face à une épreuve, tu te concentres, tu respires profondément avant de commencer par lire l'épreuve. Oui. C'est spirituel. Donc, le spirituel, ce n'est pas seulement la prière, s'il vous plaît. Okay. Ce n'est pas seulement la prière. Non. Ah bon? Non. Et maintenant, il y a
une sorte de prière qu'on peut enseigner aux élèves qui n'a rien à voir avec la prière que tu fais individuellement. Quand on te donne un test, tu lis le test pour dire « je vais à l'examen, je suis convaincu que je vais réussir et je dois être parmi les premiers » et tu le répètes. C'est spirituel aussi. Déclaration. Exact. Donc, il y a un aspect de la spiritualité qui peut être, disons, enseigné aux élèves à l'école. Ça n'a rien à voir avec voilà, ce que nous prions. Et un autre aspect de la préparation spirituelle qui relève de la responsabilité parentale. Wow. Ouais. Donc, du coup, là, c'est la faute à la maman, alors, puisque Bien c'est sûr. la maman qui Mais nous bien avait... sûr, bien sûr. Bien sûr. Mais, d'accord. Si La mon maman est l'enfant. L'enfant qui sait très bien que si le cas que vous avez évoqué, si c'est ces 3 dernières années, ça veut dire que l'enfant a été préparé sur la conception d'une épreuve sur la base de l'approche par les compétences. Parce que l'approche par les compétences, on pose une question en lien avec une situation, problème de la vie. Vous voyez? Ça n'a rien à voir avec une formule. Donc, on pose une question pour voir est-ce que l'enfant a acquis une compétence opérationnelle de la vie. C'est-à-dire, en face d'une situation telle, comment il doit réagir, on veut voir. On lui avait déjà enseigné ça. Et on propose 3 ou 4 exercices par rapport à l'épreuve d'une matière X. Tu ne vas pas dire que sur les 4 là, au moins, tu n'as pas pris le temps de bien respirer et de lire posément un à un. Ça veut dire que cet enfant n'avait même pas appris. C'est un paresseux. Alors, Monsieur Marcel, on parle de projet professionnel et comme vous nous l'avez expliqué, donc le fait de se dire peut-être que je veux être médecin, je sais déjà que je dois être un élève studieux, Exactement. engagé et tout. Prenons le cas de certains de nos collègues qu'on a pu avoir, ou bien peut-être même certains d'entre nous ici qui avons vécu ça, où à la base, on ne s'échinait pas trop à étudier, mais quand on va, on réussit, quoi. C'est-à-dire, il y a des gens qui vraiment, voilà, excusez-moi pour le terme, hein, on a l'impression qu'ils tirent le diable par la queue tellement ils maigrissent, ils doivent bosser dur, Puis il y a certains, il n'y a pas un gros effort derrière, mais à chaque fois, cet élève-là, il réussit. Cet élève-là, vous le classez dans lequel des élèves d'abord? Parce que si on prend peut-être le premier cas dont M. Ataï a parlé, ou l'autre en disant à son ami, mais tu as examen demain, il dit, autant tu sais, non, je vais la voir, de toute façon. Je peux même revenir à 3 heures du matin et la voir parce que justement, elle n'a jamais échoué, elle a toujours eu son examen. Est-ce qu'on peut classer ce genre d'élève-là dans un élève... En fait, on n'a pas suffisamment d'informations pour apprécier disons, la suite et fin de cet élève qui déclare qu'il peut revenir à 3 heures et aller réussir. OK. Mais on se dit, vous savez, il y a des élèves qui ont été, disons, formés de telle sorte qu'ils ont développé l'esprit de synthèse. Un élève qui a développé l'esprit de synthèse et qui a aussi la capacité de rétention rapide des cours, il n'a pas besoin de s'asseoir comme les autres pour... dès que le professeur finit son cours, il a retenu déjà 50%. Après, comme il a la capacité d'analyse et de synthèse, il prend juste l'essentiel. Tu peux lui poser n'importe quelle question, il est capable de répondre. Et souvent, c'est des élèves qui lisent beaucoup. Vous voyez, quand vous lisez beaucoup, Vraiment, Ataï, je vous dis que ça ouvre votre esprit et vous rendez la réponse dans un français soutenu. De telle sorte que quelqu'un qui ne lit pas, par exemple, lui, il a plus de difficultés et il a oublié de passer suffisamment de temps à, disons, comment on dit, à faire du boca, comme on le dit là. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, la manière dont on propose les épreuves, si tu es un élève qui bûche, voilà, comme nous disons boca, c'est ça, qui bûche les cours, ça, tu as toutes les chances d'aller jouer. Ah. Oui.
C'est plus dans la compréhension et la synthèse. Exactement. On pose des... J'ai bien dit qu'avec l'approche par les compétences, c'est la situation problème, selon les matières, hein, c'est la situation problème. Alors, une situation problème, toi, tu prends tout un chapitre, tu lis, et dès que tu vois un mot, tu déverses le chapitre. Tu n'as pas réfléchi. On forme les enfants pour qu'ils soient quoi? Qu'ils soient solutionneurs des problèmes de la vie. On ne vous forme pas pour que vous soyez des automates. Quand tu es dans une situation de vie courante, tu dois être capable de réfléchir rapidement et de trouver la solution. Et là, l'école aura réussi sa mission. Si tel n'est pas le cas, et tout le temps, la personne croit, il faut qu'on vienne lui donner des instructions, des ordres, là, il y a quelque chose qui a manqué dans son éducation. Wow. C'est ça. Il y a quelque chose qui a manqué. Et ça fait que le jour où la personne a la chance d'être recrutée quelque part, non, il est formaté pour avoir l'esprit administratif. Il vient, il attend, le chef n'a qu'à venir donner l'ordre. Oui, c'est vrai, le chef va donner certaines instructions, mais toi-même, tu dois être capable de lui faire des propositions. Oui, tu dois être capable d'être proactif. Et ce que je dis là, ça rentre même dans la fiche d'évaluation du personnel. Donc, ce que tu as appris très tôt à l'école, ça se rejaillit dans ta vie, dans ta vie professionnelle. D'accord. Mais donc, du coup, à ça... Si Aïcha, par exemple, pour une raison ou une autre, s'absente, mais tous tes collaborateurs doivent être capables de proposer rapidement quelque chose de trayant et de satisfaisant pour les téléspectateurs. Donnez une tasse à M. Marcel pour moi, je vous en prie. C'est pertinent. Oui, Rapidement, hein. il doit être capable. Parce que s'ils ne sont pas capables, ça veut dire que Aïcha n'a pas fait n'a pas fait un bon travail ou ne fait pas un bon travail. Oui. 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 C'est ça. Ah, ça, franchement, magnifique. Et on est heureux quand, de temps en temps, vous êtes absent. On voit Ataï qui gère bien Neta. Et elle aussi, de temps en temps, quand vous êtes là, elle gère bien. Ça montre que c'est une équipe compétente. Merci. Oui, une équipe qui a un bon coach. Ouais. Oui, c'est ça. Yeah. Qui a un bon leader. Et la leader, c'est elle. Ouais. Les fleurs, on peut lui donner les fleurs. Jetez-moi les Jetez les fleurs, j'allais dire. Je n'ai même pas eu un cas. Ose. Osez, monsieur Ataï, osez seulement. Alors justement, la motivation, on comprend qu'on doit l'avoir déjà. Cette motivation-là... Pour l'examen? Oui, pour l'examen et D'accord. puis pour tous nos projets d'ailleurs. Moi, je voudrais qu'on aille en Ok, ce si sens. tu veux, on peut commencer par l'examen parce que c'est à l'école qu'on t'apprend à développer, disons, les motivations. Et tu appliques ça dans la vie courante. C'est à l'école qu'on doit t'apprendre ça. C'est pour ça que nous avons dit en tout temps que l'objectif de l'école, quand vous posez la question à un apprenant, tu lui demandes pourquoi je vais à l'école et il te donne les réponses en lien avec les objectifs secondaires de l'école. Ça veut dire que les responsables des écoles ou l'institution scolaire n'ont pas su expliquer clairement ce pourquoi les enfants vont à l'école. Parce que c'est à eux de leur expliquer. Si les enfants ratent les réponses, c'est la faute aux acteurs institutionnels. Je m'explique. Voilà. Parce que là... C'est lourd. C'est lourd. Oui, c'est lourd. Il faut toujours expliquer aux enfants à la rentrée, mais en leur posant d'abord la question. Parce que c'est en fonction des réponses que les enfants donnent que vous saurez s'ils savent ou ils ne savent pas. Ça s'appelle le test diagnostique. Oui. Vous faites un test d'abord pour voir le niveau de connaissance de ce que vous voulez apprendre à l'enfant. N'est-ce pas? Et donc, vous leur posez la question, pourquoi je vais à l'école? Et les enfants, sur 10 enfants, 9 te donneront des réponses en lien avec les objectifs secondaires de l'école. Je vais à l'école pour travailler. Je vais à l'école pour gagner l'argent.
je vais à l'école pour aider tant. Ce n'est pas ça l'objectif premier. Il faut monter d'abord l'objectif premier et après. Maintenant, revenant aux réponses à ta question par rapport aux motivations. Quand vous êtes un apprenant, on doit vous expliquer, voilà, parce que ça ne vient pas de soi. On doit vous expliquer que la motivation est comme le carburant pour ta moto et pour ta voiture et les calories pour le fonctionnement de l'organisme. C'est ça, ça ressemble à ça. Si tu ne l'as pas, tu peux avoir tous les autres éléments, mais tu ne pourras pas avancer. Alors, concrètement, pour un élève, l'élève doit, on doit lui apprendre qu'il y a la motivation par rapport au projet scolaire et par rapport au projet professionnel. C'est-à-dire que, par exemple, un élève qui va à l'examen doit se dire, comme ma vision, c'est d'être le prochain meilleur cuisinier ou meilleur boulanger, meilleur avocat, meilleur journaliste, tous les corps de métier que nous connaissons là, eh bien, je ne vais pas rater. C'est-à-dire, l'examen est une opportunité pour moi pour que je puisse faire un pas vers l'atteinte de mon objectif. Et donc, tu fais le lien entre ce que tu as visé et l'examen pour que tu te concentres suffisamment pour ne pas rater un exercice et autres. Donc, ça, c'est la motivation par rapport à ton projet. Bon, le projet scolaire, d'abord, c'est comme je l'ai dit, c'est faire tout pour être parmi les meilleurs. Oui. Et maintenant, le projet professionnel. C'est pour ça qu'on dit que ça, c'est une question, c'est un lien avec l'orientation. On dit que l'orientation, c'est l'avenir dans le présent. En fonction de ce que tu veux être demain, dépend comment tu vas te concentrer pour bien réussir ici. Premier élément de motivation. Ça te motive, ça te pousse, ça t'excite, hein, ça t'incite, voilà, à bien te concentrer pour vraiment bien réussir. Premier élément de motivation. Maintenant, il y a aussi la motivation par rapport aux promesses des parents. Vous m'arrachez la question des lèvres. D'être connecté. Ah oui. Voilà. Certains visualisent, à l'école primaire, tu visualises la voiture, le vélo qu'on t'a promis, le voyage et tout. Je souffre juste pour ça. En la réalité, ce n'est pas parce que je me dis que je veux devenir quelque chose. C'est parce que moi, je veux avoir ceci. Exactement. Exactement. Par rapport aux parents, c'est important pour les parents de discuter souvent avec les enfants pour voir qu'est-ce qu'ils souhaiteraient qu'on leur fasse comme cadeau. Ce n'est pas d'imposer le cadeau. C'est-à-dire qu'il faut utiliser l'approche participative pour recueillir l'avis de l'enfant. Il peut donner quelque chose qui est au-dessus de tes moyens, hein. Peu importe. Quand vous finissez, vous passez maintenant à la négociation. Tu as un parent, tu ne peux pas acheter, l'enfant veut une moto, tu ne peux pas acheter la moto. Ok, tu négocies avec lui et tu lui proposes une alternative. Okay. Tu lui proposes une alternative où tu allonges l'échéance de lui acheter la moto. Ça, là, on a mis la barre haute, hein. Voilà. Sinon, il y a des cadeaux quand même qui sont accessibles à la bourse des parents. C'est ça. Et donc, la motivation par rapport aux promesses, c'est quelque chose de très important. C'est d'arracher à l'enfant, enfin, de lui demander quand vous allez vous entendre, tu prends tes dispositions pour mobiliser les moyens financiers dont tu auras besoin pour lui donner satisfaction. Et fais tout pour ne pas rater ça, en tant que parent. Parce que si jamais l'enfant, lui, il joue sa part du contrat, et vous ne jouez pas votre part, eh bien, prochainement, là, il n'a plus confiance. Exactement. Tu as créé une crise de confiance entre toi et l'enfant. Donc, il va se laisser échouer parce qu'il n'a pas eu... Non, il ne va pas laisser échouer, mais sur certains plans, il ne te croit pas et puis il ne voudra plus venir s'asseoir pour négocier quoi que ce soit avec toi parce que tu es quelqu'un qui ne tient pas à ses promesses. Et ça, c'est dangereux pour un parent. C'est vrai, il y a des parents, hein. Il y a des parents qui font ça, en fait. Ils vous font des promesses et vous miroitez ça. Après,
Non, mais pas... Pourquoi vous me regardez comme ça? J'ai une question. Ouais. Au tout début, quand on a essayé de citer les cas, vous avez pris le temps de sectionner, de montrer chaque type d'élève. Et voilà. Bon, vous n'avez pas de résultante. Ouais, genre, le type d'élève qu'on a réduit sur le type de... Voilà. Ce que je voudrais comprendre, c'est quand on fait la remarque, on voit que pour tous ces cas-là, il y a soit de la négligence, soit, je ne sais pas, un manque de détermination, je ne sais pas quel terme mettre dessus. Est-ce qu'entre-temps, il n'y a pas un dénominateur commun? Est-ce que le problème pour tous ces élèves-là ne vient pas forcément de quelque part? Oui. Maintenant, ça vient d'où? Parce que, certes, vous avez dit, il faudrait que l'élève, en allant à l'école, sache que, OK, je veux ça, et ça va déterminer le travail qu'il fera pour pouvoir atteindre l'objectif. Maintenant, pour eux tous, on a des profils différents, mais on se dit quand même qu'entre-temps, il y a quelque chose qui lie. Voilà, le comportement là qu'on voit, il y a quelque chose qui le lie, quoi. Est-ce qu'on peut mettre un nom dessus ou bien est-ce qu'il y a une compréhension à cela? Non, tu as posé une question très pertinente. Merci. Pertinente, pourquoi? Parce que tu as demandé d'où ça vient. Je vais rentrer par là. Ça vient de la cellule familiale. Ça vient de là, c'est parce que c'est les parents qui préparent l'enfant à la réussite scolaire et sociale. Oui. C'est eux d'abord. C'est eux d'abord qui jouent le premier rôle avant que l'école ne vienne en complément et que le travail se fasse en collaboration et en complémentarité pour la réussite sociale et scolaire et sociale de l'enfant. Alors, je ne sais pas si une fois j'avais donné les catégories de parents, comme on a donné les catégories d'élèves là. Il y a des parents nantis, il y a des parents démissionnaires, il y a des parents dictateurs, il y a des parents autocratiques et des parents démocratiques et des parents accidentels. Ça fait 6, hein? Ah, c'est quelque chose. C'est l'accidentel là qui va Marcel. tuer. Je Commençons vous par le assure que dernier. j'étais là, je me disais, oh, je suis sûre qu'aujourd'hui, la vague sera douce Non. jusqu'à la fin. Oubliez Voilà. ça. Comme M. Marcel vient oublier ça. Parents démissionnaires, je démissionne. Autocratique. Ne démissionnez Non pas. mais, non mais. Accidentel. La plupart des cas, c'est ceux-là qui ont délaissé leurs enfants. Ils ont délaissé leurs enfants. L'enfant, à cet âge-là, est livré à lui-même. Son enseignant sera l'homme de la rue, l'enfant de la rue, les phénomènes de la rue, les réseaux sociaux, tout ce qui détruit les valeurs positives qu'on fait asseoir dans la vie de l'enfant. Oui. Et donc, la probabilité que cet enfant porte cette valeur négative dont tu parles, elle est forte. Par contre, quand vous prenez le parent démocratique qui sait utiliser les félicitations et la rigueur, c'est-à-dire c'est les deux qui caractérisent le parent démocratique. C'est pourquoi on dit que le parent démocratique, c'est celui qui utilise le bâton et la carotte. Le bâton ici, ce n'est pas le bâton, il faut flageller, mais pour taper sur la table quand ça ne va pas, il est ferme sur sa décision. Parce qu'il sait que cette décision, quand elle est appliquée, elle va dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Et quand l'enfant fait bien aussi, et là, l'enfant a les gratifications, etc., etc. Ce parent, son enfant ne peut jamais avoir ou bien porter une telle valeur négative. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que c'est la responsabilité des parents d'abord. Et c'est pour ça que tout le temps, mais quand l'enfant arrive, quel que soit son niveau, mais il faut avoir un temps d'échange avec les enfants. Oui. Maintenant, autre élément, comme apport de réponse aux parents, c'est que les parents doivent comprendre aujourd'hui qu'ils doivent, disons, trouver, soit au niveau de l'institution scolaire, disons, exprimer leurs besoins de renforcement de capacité. C'est vers là qu'on doit tendre si nous ne voulons pas faire des dégâts en tant que parents dans la vie de nos enfants. Tu es un parent, quel est ton statut social? Ce n'est pas une affaire de statut social, c'est une affaire de spécialiste. Et donc, les spécialistes savent comment on doit renforcer tes capacités pour que tu sois capable de bien encadrer ton enfant pour que ton enfant réussisse. Ça, là, ce n'est pas ton job.
Ouais. Hier, on se le disait au plateau, on se disait que, bon, surtout quand on nous a raconté l'histoire de la fille qui finalement se battait, on se dit, mais ça là, si monsieur Marcel me met ici, c'est que, voilà, la non-violence là, ça va être. Je me demande, en tant que parent, vous êtes à la maison, on vient vous informer que c'est comme ça. En tout temps, votre fille qui vous a dit qu'elle allait. Mise en Oui, votre fille qui vous a dit qu'elle allait à l'examen. Voilà, a un problème. Sur le coup, vous avez un sursaut. Pour vous, elle a un problème, accident, quoi que ce soit. Vous venez la voir, le sac par terre, en train de se battre pour une histoire de, voilà, petite amie. Quelle réaction le parent peut avoir sur le coup? Non, Parce que le parent sage et démocratique, il garde son calme et sa sérénité et il gère la situation. c'est le calme là qui est notre problème. Voilà. N'oublions pas, Il garde son calme, il garde sa sérénité. Pratique et Mais à Voilà. ce niveau-là, Exact. moi-même le parent là, Non. je suis déjà dans un Tu pays dois être démocratique. serein parce que l'enfant est dans une situation Yo. inconfortable, n'est-ce pas? Oui. Ah non, Voilà. c'est pas Il a inconfortable. posé un acte qu'il ne faut pas. Oui, c'est vrai. Vous gérez, tu gères le problème et tu le ramènes à la maison et vous engagez la discussion pour vraiment comprendre les mobiles. Quand tu vas comprendre le mobile, tu comprendras que toi-même en tant que parent, tu as une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Clair. Mais Mais non, c'est-à-dire que mais non, quand les amis qui- 2 secondes, c'est-à-dire que, monsieur Marcel, Mais quand si les vous enfants ratés, c'est arrivez, raté. quand vous arrivez, oh, calme-toi là, comment tu peux la frapper? Non. Comme on fait souvent, on l'allait vider, on l'allait, nous vider toi, tiens. on peut dire, Le petit ami aussi, voilà, vous faites tout pour les séparer. Ensuite, vous prenez son sac et vous dites, viens, c'est bon, ne te fâche pas. Faut pas te battre, viens, allons. Non, papa, je veux le battre. Voilà, Elle veut pas me voler mon chéri. Entends, le papa est en train de... Donc, voilà. Donc, Je vous décris. Toi-même en tant que parent, tu devais savoir qu'à cet âge, l'enfant a des relations. Oui, tu devais le savoir. Non, mais... Pourquoi je on peux parle pas- de comment ça s'appelle des réseaux informels d'information sur l'enfant? Alors, monsieur Marcel, franchement... Il faut la voir pour voir qu'à cet âge-là, l'enfant, la probabilité qu'il ait de ces genres de relations est forte et que tu l'accompagnes. Parce que c'est ton devoir de l'accompagner. Parce que l'enfant, à cet âge, est en train de traverser ce qu'on appelle une zone de turbulence. La c'est zone vrai. de turbulence, s'il n'y a pas d'accompagnement parental, je vous dis qu'il y aura des dégâts. Oui. Et ça, c'est vous, en tant que parent, qui assumez. La première responsabilité, c'est vous. C'est pas l'enfant. Justement, parlant de ça, le réseau informel, là, ben, vous savez que vous avez sauvé, est-ce qu'on doit dire que vous avez sauvé, mais en tout cas, votre conseil a fait révéler quelque chose de grave dans une famille qui nous a envoyé son témoignage le vendredi de la semaine dernière. Où malheureusement la fille, qui n'a aucun aspect extérieur d'une enfant qui pourrait avoir une mauvaise vie, un mauvais caractère, menait une double vie en fait. Et donc, lorsqu'on a essayé de l'attraper sur le fait, elle a dit à ses parents que c'était une image générée par l'IA. Et donc, le parent... le parent qui nous a envoyé le témoignage disait que, et suivant souvent Nectar justement, et M. Marcel ayant parlé du réseau informel d'information. Donc ils ont créé maintenant ce réseau informel-là, et c'est par là qu'ils ont pu savoir que la jeune fille vendait ses charmes et faisait plein de choses et autres et tout. Donc vraiment, on va se créer des réseaux partout. C'est très important. Très important. Alors, vous avez un message qui est venu tout à l'heure d'une dame qui dit « Bonjour à vous, Nectar. Bonjour. À chaque fois que ma fille échoue, quel que soit ce que nous lui avons promis, mon mari le lui achète. Est-ce que cela peut descendre sa motivation ou pas? Elle peut refaire 2 fois la même classe et même mon mari son... Enfin... S-E-N-F-O-U-T. Non, il y a une petite erreur au niveau des parents déjà. Parce que avant de faire la promesse à l'enfant, vous-même, vous devez faire ce qu'on appelle le suivi scolaire de l'enfant. Oui, il faut que vous fassiez le suivi scolaire de l'enfant. C'est-à-dire que vous n'allez pas croiser les bras et attendre la fin de l'année pour partir des promesses en espérant que c'est ça qui va changer quelque chose et que l'enfant va venir avec le résultat. Le résultat se prépare. Est-ce que le parent s'est impliqué dans la préparation du résultat attendu? C'est ça l'équation à résoudre. Non, moi
moi, je comprends quelque part, Monsieur Marcel, parce que j'ai été dans le cas. Et je me rappelle bien, à mes examens, mon père, bon, au début de l'année, déjà, on te disait que si tu réussis à la fin de l'année, tu auras ça. Mais au cours de l'année, le gars, il revient du boulot en même temps. Toi, tu as fini de faire tes schémas et tout. Et puis, il dit, viens. Aujourd'hui, tu as pris quoi? Bon, va au tableau, fais-moi ce croquis-là. Voilà. OK. Et puis, quand tu Voilà. finis, il te nettoie les différentes parties, tourne le dos et puis redonne-moi en fait tout. Quand il revient en physique, il y a un truc là, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? C'est vrai que peut-être là, je ne peux pas te faire, mais prochainement, je sais. Comme ça, quand ton répétiteur vient, je vais lui dire que c'est là, tu étais bloqué. Donc, cela, je crois que c'est important à chaque parent de pouvoir s'impliquer. Même s'il y a un professeur qui vient à la maison pour voir votre enfant, désolé, mais vous avez un travail à faire. Il y a une de ces séquences que je n'oublie jamais. J'étais en train d'aller au bac 1 et j'avais fait un croquis sur le tableau. J'avais fait ça pendant 2-3 jours. Et il était revenu à midi, juste comme ça. Et puis il dit, nettoie. Nettoie. Refais ça. En complicité avec ça. J'ai dit, OK, d'accord. Je refais. Il dit, tu mets tout en les différentes parties et tout. Tourne-toi. Et je le regarde. Et puis là, je fais une faute. Il dit, non, reprends tout. Je fais. Oralement, ça? Oui, oralement. C'est ça. 2 jours après, je vais à l'examen. Le croquis est sorti. Wow. Ah, on pose au vu les cocos. Le croquis est sorti, mais sans la jonction, en fait, ce qu'il m'a dit d'ajouter sans ça. Et un autre croquis aussi. Il m'a dit, toutes les fois, il faut reproduire tout ce que tu as déjà fait en classe, à la maison. Mais si tu sais que tu n'as pas vraiment saisi, reproduire. Quand je viens, si tu ne comprends pas, si moi aussi je ne comprends pas, on va demander quelqu'un, on va toujours trouver. C'est ça. Donc, en plus, c'est ça. Même si c'est fait et qu'à la fin de l'année, tu ne réussis pas, il sait au moins qu'il a fait quelque chose. Il te doit, parce que toi aussi, tu l'as fait. Donc là, le cadeau peut être bienvenu. Mais là où il ne s'implique pas, c'est là-bas, en fait, il y a une faute. Mais donc là, eux, ils font quoi? Parce que là, bon, je ne sais pas, madame, est-ce que vous vous impliquez, comme dit M. Marcel, avant que cela n'arrive? Ou alors vous ne vous impliquez pas quand même, et quand ça vient, vous voulez quand même que le cadeau ne vienne pas? Et on leur montre comment on fait l'analyse des résultats, des compositions, des devoirs, etc. Parce que ça aussi, c'est un accompagnement qu'il faut donner aux parents. Ce n'est pas seulement les acteurs institutionnels qui savent faire l'analyse des résultats. Oui, il y a un niveau d'analyse qu'on peut monter aux parents pour que, quand l'enfant vient avec le résultat, qu'on sache dans telle matière à quel niveau se situe sa difficulté. C'est l'analyse qui permet de savoir. Donc, matière par matière. Mais si ça se fait matière par matière, mais à la fin de l'année, de toute façon, cet accompagnement-là, soyez sûr que ça va porter du fruit. Oui, ça va porter du fruit. Oui. Donc, n'attendez pas la fin de l'année et vous faites les promesses comme si c'est la promesse qui va aller écrire et l'enfant va réussir. Non. Bon, mais quand c'est le cas, on fait quand même le cadeau ou pas? Enfin, il faut réduire la taille du cadeau. Oui. Non, hein? Non, réduire la taille du cadeau. Non. Ah, mais en même temps, c'était un contrat. Tu peux changer. Non. C'est un contrat. C'est vrai, c'est un contrat. Mais l'enfant, tu lui fais comprendre que le contrat ne peut être exécuté à 100% que si lui, il a joué sa part. Oui, c'est ça. Alors, ça. si il n'a pas joué sa part, pourquoi on va lui donner tout le cadeau? Oui, c'est d'ailleurs même pour l'inciter à se dire, mais tiens, parce que si vous lui donnez la totalité, la prochaine fois, il ne va pas se gêner. Oui. Mais si tu lui donnes le cas où voilà, le cas de la valeur du cadeau. Oui. Voilà, la valeur du cadeau, tu lui donnes le cas. S'il veut les 100%, eh bien, il faut qu'il redouble d'efforts. C'est ça. C'est clair. J'estime même que le plus grand cadeau, ce serait de ne même pas le fustiger, de ne pas lui dire des mauvais mots et tout ça. Ça s'arrête là. Non, il faut pas faire ça. À partir de quel moment elle s'attend Bon, entre-temps, on t'a dit clairement que si tu réussis, tu prends ça. Tu n'as pas réussi, quoi. Maintenant, bon, certes, on peut lui donner un cadeau de petite taille, mais pour ma part, on ne l'attaque pas. On comprend que l'échec, ça peut arriver, mais ça s'arrête là, quoi. On sait encore un cadeau. Moi, je trouve consolation. Que, voilà, on le console, on le rejette pas, on le console, on lui donne de la force. Là, ça s'arrête là, quoi. Et l'autre élément de motivation, c'est la préparation. La motivation liée à la préparation intellectuelle. La préparation intellectuelle, c'est ce qu'elle a expliqué là. Comment l'enfant doit apprendre, comment on apprend
la mathématique, comment on apprend l'anglais, comment on apprend comment pour être bon en dictée. Ça, les enseignants font une bonne part de ce travail, mais vous devez faire le suivi aussi à la maison. La préparation intellectuelle. Parce que la préparation intellectuelle, c'est elle qui te permet d'avoir plus confiance en soi en allant à l'examen. Durant toute l'année, on m'a expliqué comment je dois faire pour avoir 20 en dictée. OK, ça me met en confiance parce que je connais les secrets pour ceci. On m'a montré comment je dois me comporter face à l'épreuve pour ne pas paniquer, pour ne pas avoir peur, etc. Et donc, ça me met en confiance. C'est ça la préparation intellectuelle. Intellectuelle, c'est en lien avec toutes les matières dans lesquelles les enfants vont être évalués à l'examen. Et qui ont fait l'objet d'évaluations formatives. C'est pour ça qu'on fait les évaluations formatives. C'est pour engager en fait les enfants dans le processus de l'examen final qu'on appelle examen sommatif, qui est le CPD, le BPC, le bac 1 général et technique et le bac 2 général et technique. Parce que si les enfants ne sont pas engagés dans ce processus, le système ne pourra pas voir ne pourra pas faire une projection pour voir à peu près la couleur. Voilà, comme on fait possession solaire, les gens d'année vont faire possession solaire. Oui, le possession solaire en question, c'est... Quelle sera la couleur? Que dit l'année? Voilà, c'est ça. C'est l'examen, les évaluations formatives qui permettent de savoir la couleur. C'est ça. Si tu es un élève vraiment assidu, un élève averti, qui s'applique, qui s'est bien préparé intellectuellement, tu dois savoir si tu seras parmi... D'abord, si tu vas réussir, oui ou non. Tu sauras si, disons, tu seras parmi les meilleurs, oui ou non. Tu dois avoir quand même une idée plus ou moins précise du sort qui te sera réservé en fin d'année. Monsieur Marcel, hier, on avait reçu un message de quelqu'un qui disait que son ami était allé pour passer son examen et n'était pas bien vêtu du tout. L'habillement? Oui. Oui, alors? Et donc, le surveillant lui a demandé de retourner à la maison, se mettre décemment avant de venir passer l'examen. Sauf qu'elle habitait loin. Quand elle est partie, elle est revenue, l'épreuve était déjà terminée. Ce surveillant doit être sanctionné sévèrement. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la police des examens. La police des examens. La police des examens. La police des examens, c'est un document qui oriente ce que les consignes que les surveillants doivent donner et l'attitude du candidat avant, dans l'environnement du centre d'écrit et dans la classe. Quand il a dit à l'élève d'aller à la maison changer avant de revenir, c'est en référence à quel article de la police des examens? Ça, c'est de l'arbitraire. Et c'est pour ça qu'il doit être sanctionné. Si l'enfant a échoué, lui-même, il doit être sévèrement sanctionné. Vous ne pouvez pas prendre une décision de votre chef, mais vous prenez la décision en fonction de ce que l'autorité a décidé dans un document signé. C'est comme une loi. Si vous voulez que les gens ne se révoltent pas, faites les choses selon les lois. Oui. Donc, il aurait dû la laisser entrer, même si elle était aussi pas bien. Que dit la police? Que dit la police des examens? Monsieur, mais si elle s'habille de façon dénudée, de façon osée, trop osée, le surveillant ne-t-il pas... Ce n'est pas à lui de prendre la décision. Ce n'est pas au surveillant de prendre la décision. Lui, il est venu pour surveiller. C'est pour ça que chacun doit avoir son cahier de charge. Et donc, tu constates quelque chose, tu remontes l'information à celui qui doit prendre la décision en fonction de la police des examens. S'il vous plaît. Ne faites rien dans l'arbitraire. C'est ça. Ok. Eh bien, dis donc. Alors, mais ça aussi, ça part de la maison. Tu sais que ton enfant va à l'examen. Il faut que tu vois ce que la personne porte. C'est important. C'est très, très important. C'est pour ça que pour éviter tout ça, on demande aux élèves de venir dans leur tenue habituelle. Oui, c'est ça. Comme ça, les gens ne viendront pas en tenue de ville et dans des tenues bizarres comme ce que tu viens de décrire. Voilà. Ce qui est indécent pour venir attirer les regards. Tu n'es pas venu pour t'exposer.
Non, c'est juste, bon, peut-être c'est pour porter le trouble même au surveillant. Le surveillant, il commence par, voilà, et là on peut... On va Ouais, le côté où c'est pas bien, c'est parce que l'élève... Oui, c'est parce que l'élève n'a pas pu faire son examen. La matière, là, elle est déjà passée. Parce qu'il est bien dit jusqu'à ce qu'elle ne revienne. Parce que les parents peuvent porter plainte, vous voyez ça? Oui. Les parents peuvent porter plainte. Et quand on porte plainte, c'est en fonction de ce que l'autorité a décidé dans le document qu'on appelle police d'examen. Oui. C'est pour ça même que la police d'examen, normalement, ne devait pas être partagée seulement, son contenu ne devait pas être partagé seulement à l'endroit des élèves. Comme il y a une association de parents d'élèves, eux aussi doivent connaître le contenu de la police d'examen pour qu'ils jouent leur partition aussi bien à l'école en demandant à leurs enfants de prendre toutes les dispositions pour respecter cela. Et c'est comme ça qu'ils peuvent travailler en collaboration voilà, pour le bien des enfants. Exact. Alors, oui, monsieur Josué. Oui, c'est une petite question. Quand vous parliez tout de suite des examens pour préparer à l'examen final et tout. Bon, Ouais, ces élèves-là. La préparation intellectuelle. Oui, préparation intellectuelle et tout. Il y a des examens blancs aussi qu'on fait faire aux élèves. Il y a de ces élèves-là qu'on a connus qui ont réussi à tous ces examens-là avec brio, qui partent échouer à l'examen rouge. Je n'ai jamais compris le schéma. C'est dû à quoi? La couleur a changé, en fait. Oui, parce que, oui, justement. Donc, on voit une bonne couleur, on se dit que voilà, ça va. Lui-même, il est confiant en y allant. En fait, blanc, il a réussi. Oui, avec brio en plus. Au rouge, il y a plusieurs facteurs explicatifs à cet échec. Ah bon? Oui. Ah bon? Oui. Pour nous, ça a toujours été. On l'a attaqué. Non, il n'y a pas de attaqué ou bien. Il n'y a pas de mystère. Une tante quelque part ne voudrait pas qu'il. Il n'y a pas de mystère. Ok. Il n'y a pas de mystère. Il y a plusieurs facteurs explicatifs. Le premier facteur est lié, comment ça s'appelle, à une confiance de trop du candidat. C'est comme les élèves, les triplants là. Quand il triple la classe, non, il se fait de connaisseur. Il n'a plus rien à apprendre. Au lieu de faire table rase pour se mettre dans les dispositions de nouveaux élèves. Ça vous parle? Non. C'est son cas. Voilà, donc ça peut c'est comme au niveau de l'éducation, quand il y a une surprotection dans l'éducation de l'enfant, cet enfant-là n'aura pas la chance de réussir, probablement socialement comme scolairement. Hein. Oui, oui. L'enfant, il est tout surprotégé. Non, par le parent. Ah bon? Oui, oui, oui. Choyé, n'est-ce pas? Ah, non, monsieur Marcel, que dites-vous là? Je comprends. Non, attention. Non, on va revenir là-dessus après. Ça, Oui, c'est pas le sujet. C'est un autre débat, Je n'est-ce suis pas? pas Un autre débat. d'accord. Dossier. Continuez. Les réponses à la question qu'il a posée. On va continuer. Voilà, donc, si l'élève candidat a une trop grande confiance en soi, ça peut l'amener à banaliser les questions et à se dire non, lui, il est capable au lieu de revenir en lui, de se concentrer et de bien lire les consignes. Il se fait, il fait le je sais tout. Vous voyez, parce qu'il y a plusieurs catégories, quoi. Le je sais tout. Si tu fais le je sais tout, tu vas t'amener à faire des erreurs dans les réponses et finalement, tu vas échouer. Exactement. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, il est lié à certaines erreurs au niveau du report des notes. Parce qu'on a vu certains chefs d'établissement, ils connaissent les performances de leurs enfants. Et à l'examen, quand on a dit que l'enfant a échoué, le chef d'établissement a dit non. Lui-même prendra le devant pour faire comment ça s'appelle la réclamation. Et finalement, certaines réclamations ont démontré qu'il y a eu erreur en reportant les notes. Oui, il y a ce facteur-là. Maintenant, il y a le facteur spirituel qui joue parce que tu es allé à une épreuve où les esprits mauvais sont tapis dans l'ombre contre toi aussi. Hein. Les yeux sont rouges. Voilà. Et donc, c'est pour ça que la préparation spirituelle s'impose. Ah, il faut se confier à Dieu. Oui, tu te dis, il t'a promis qu'il ne va pas te lâcher dans les épreuves de la vie. Voilà une épreuve, il a besoin, tu as besoin de mon berger là. Ah, ouais. Voilà, donc c'est ça qui est la motivation par rapport à la préparation spirituelle. C'est ça. Sinon, je crois que
une fois, Lys, je ne sais pas si c'est elle qui nous a revu dans une émission où elle a partagé son expérience. Elle était la première, Lys Diamien, en terminale. Elle était la première. Oui. Elle va à l'examen, on sort les notes, Lys a échoué. Oui. Elle n'en revenait pas. Oui. Elle n'en revenait pas. En principe, quelqu'un comme ça ne peut pas échouer. Vous voyez, non? Eh bien, c'est ça. Mais, quand on a, malgré les réclamations, on est allé fouiller. Il y a eu des erreurs dans certaines matières et finalement, elle a échoué, malgré qu'elle était la première de la classe. Vous voyez? Donc, le côté spirituel aussi est fondamental parce que nous allons à c'est une preuve qui est devant nous. Oui. C'est une preuve de la vie. Oui. Et donc, aucun aspect ne doit être négligé, quoi. Vous voyez? C'est ça que la question. Donc, voilà un peu les 3 facteurs explicatifs qui peuvent justifier d'une manière ou d'une autre. Hein. Peut-être qu'il peut y avoir d'autres facteurs. Alors, on a 5 niveaux de motivation pour pouvoir s'assurer une bonne réussite. Est-ce qu'on peut les citer quand même parce qu'on Non, les 5 niveaux, on a déjà décliné au moins 3 ou 4 déjà. Hein. La motivation par rapport à la préparation intellectuelle qui te met en confiance que toutes les évaluations formatiques qui ont été faites, véritablement, tu es au point pour pouvoir faire face à l'épreuve et à pouvoir donner les réponses qu'il faut. Spirituelle. Et la motivation, comment ça s'appelle, intellectuelle. La préparation par rapport à la préparation intellectuelle. La motivation par rapport à la préparation psychologique. OK. À la préparation psychologique. La préparation psychologique, c'est tout ce qui te met en confiance par rapport aux rumeurs. Oui, aux rumeurs et à la peur. Vous voyez, des gens viennent raconter, par exemple, que oui, on a dit que les amphis, si vous êtes en terminale, les amphis à l'université sont remplis et c'est le gouvernement ou bien le ministère qui décide de réduire cette année-là. Il n'y aura pas beaucoup de taux de réussite. Comme il y a beaucoup de réussite, bon, quand un enfant raisonne comme ça, il n'est pas dans la catégorie des élèves avertis. Il est dans la catégorie des paresseux, les démoralisés, les oisifs là. Il est dedans. Il est dans cette catégorie. Il ne fait aucun effort, il n'a aucun rêve, il n'a aucune vision et il ne croit pas que vraiment la préparation intellectuelle peut lui permettre de réussir. C'est ça. Et donc, il y a disons, la motivation par rapport à la préparation intellectuelle, la préparation psychologique, la préparation spirituelle et la motivation par rapport aux promesses faites par les parents. Parce que ça aussi, ça peut te donner vraiment du carburant pour dire, ce cadeau qui m'est promis, ça, je ne vais pas le rater. Et comme intellectuellement, je me suis préparé, oui, comme j'ai foi que j'ai confiance en soi et autres, eh bien, je suis convaincu que je vais sortir brillamment pour réussir à mon examen. Merci beaucoup, M. Marcel. Alors, plusieurs demandent votre numéro. Est-ce qu'on peut... 90 01 64 90. D'accord, merci. Parmi toutes ces motivations, laquelle est la plus importante? La plus importante, c'est intellectuelle. Intellectuelle. Oui, parce que si tu n'as pas appris, tu vas faire le paresseux, si tu n'as pas appris, ce n'est pas Dieu qui va faire le miracle le jour. Il ne fera pas le miracle. Merci à tous d'être restés en notre compagnie. On espère vraiment que tout